Le but de cette vidéo, c'est d'améliorer notre reconnaissance de chiffres manuscrits. On retrouve notre base de données MNIST et vous voyez, il s'agit de chiffres manuscrits. Alors la base de données en soi est composée de 60 000 données d'apprentissage, composées d'une image et du chiffre attendu. Et il y a aussi 10 000 données de test. Je vous rappelle que chaque image est de taille 28 x 28 pixels, en niveau de gris codé de 0 à 255, et que dans une première vidéo, on avait obtenu à l'aide d'un réseau et des couches denses 95% de reconnaissance de ces chiffres manuscrits. Maintenant, on va voir si on peut faire mieux. On va construire un nouveau réseau de neurones pour la reconnaissance des chiffres, mais cette fois, on va ajouter des couches de convolution. Alors en entrée, on a donc une image de taille 28 par 28 codée sur un seul canal pour le niveau de gris. La première couche va être une couche de convolution composée de 32 filtres. D'accord ? Donc chaque filtre, c'est-à-dire chaque motif de convolution, va transformer donc notre image de taille 28 par 28 en une nouvelle image ou une nouvelle matrice, toujours de taille 28 par 28. Comme on a 32 filtres en sortie, on va avoir 32 images de taille 28 par 28. Alors je vous rappelle brièvement ce que fait un motif de convolution. Donc un motif de convolution, pour nous, ce sera de taille 3 x 3. On lui associe un neurone de convolution qui a 9 arêtes qui correspondent à 9 entrées et puis un biais. Donc en tout, il y a 10 poids pour notre neurone de convolution. Et donc ce neurone de convolution va produire une image en prenant, pour construire chaque pixel, une sous-matrice de taille 3,3 de la matrice d'entrée. Donc un neurone de convolution produit une image, d'accord ? Et nous, on a 32 neurones de convolution. Donc on a 10 poids à calculer pour un neurone, et donc pour nos 32 filtres, on a 32 fois 10 poids à calculer pour cette couche-là. Bien évidemment, la seconde couche de convolution a pour entrée la sortie de la première couche de convolution, donc une entrée ici de type 28 par 28 par 32, et on va faire une convolution avec 16 filtres, donc on aura une sortie de taille 28 x 28 x 16. Alors maintenant, on a des neurones de convolution ici qui sont en fait en 3 dimensions, d'accord ? Donc on a un neurone toujours avec un biais, mais qui a 3 x 3 x 32 arêtes. Donc ça correspond à une matrice de taille 3 x 3, mais dans toute la profondeur de l'entrée, donc de profondeur 32. Donc on a ici beaucoup plus de poids à calculer. Pour un neurone de convolution, on a donc 3 x 3 x 32 plus 1 poids à calculer. Et il faut faire x 16 parce qu'on a 16 filtres. L'opération suivante, c'est ni une couche de neurones, ni une transformation mathématique. C'est tout simplement un changement dans la structure de nos données. Nos données sont sous la forme tridimensionnelle, donc 28, 28, 16, et on les transforme en un seul grand vecteur de taille 28 multiplié par 28 multiplié par 16, ça fait 12 544. Il nous reste une dernière couche à ajouter. Donc en entrée maintenant, on a un vecteur de longueur 12 544 et on va ajouter une couche dense de 10 neurones. Donc une couche comme on avait l'habitude de faire auparavant. Donc chacun de ces 10 neurones est relié aux 12 544 entrées, plus un biais, d'accord ? Et donc chaque neurone produit une sortie, donc on a 10 sorties et donc qui correspond à chacun des 10 chiffres que l'on veut détecter. Voici le récapitulatif du réseau qu'on a construit. En entrée, on a une image de taille 28 par 28. On applique une convolution à 32 filtres, donc on obtient 32 matrices de taille 28 par 28. On enchaîne avec une seconde couche de convolution, mais cette fois avec 16 filtres, donc on obtient 16 matrices de taille 28 par 28.
Là ensuite, juste une transformation de nos données, on transforme toutes ces matrices en un seul vecteur, donc de longueur 12 544. Et on termine par une dernière couche de neurones qui est une couche dense composée de 10 neurones. Donc chaque neurone est relié aux 12 544 valeurs de notre vecteur. Et chaque neurone produit une sortie, donc on a 10 nombres en sortie. En tout, on a donc 130 394 poids à calculer. Alors, je n'ai pas parlé des fonctions d'activation. Pour les deux couches de convolution, on met comme fonction d'activation la fonction relue. Et pour la couche de sortie, la fonction softmax. Voyons comment implémenter ce réseau à l'aide de TensorFlow. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vous renvoie à la première vidéo qu'on avait faite sur cette base de données MNIST. Et je vais vous montrer essentiellement la différence, ce qui se passe avec nos couches de convolution. Donc bien sûr, on commence par importer tous les modules nécessaires. On va aussi récupérer nos données d'apprentissage et nos données de test. Et donc la première différence, c'est qu'on va reformater ici nos données d'apprentissage. Donc on a récupéré grand N 60 000 données d'apprentissage et on reformate tous nos données sous la forme d'un tenseur de taille 60 000 et ensuite 28 x 28, ça correspond à la taille de notre image, et codé juste en niveau de grille, donc avec un seul canal d'entrée. On avait pris l'habitude de normaliser nos données entre 0 et 1, donc on divise encore par 255. Et notre sortie attendue, qui est un chiffre entre 0 et 9, on le transforme en un vecteur de longueur 10. Alors c'est parti maintenant pour la construction du réseau. Ça, c'est toujours une construction qui se fait couche par couche, donc de façon séquentielle. Première couche qui est donc une couche de convolution, donc c'est la nouveauté. On donne en paramètre le nombre de filtres ou le nombre de motifs ou le nombre de neurones de convolution, d'accord? Et on précise la taille de ce motif, donc en disant juste 3, mais sous-entendu c'est un motif de taille 3 x 3. Et là on rajoute avant la sortie du neurone l'activation relue. On enchaîne cette première couche de convolution par une seconde couche de convolution. Et donc cette fois, il y a 16 neurones de convolution, c'est-à-dire 16 filtres, toujours de taille 3, c'est-à-dire toujours de taille 3 x 3, mais ici fois la profondeur de l'entrée, donc de la couche précédente si vous voulez. Donc c'est 3 x 3 x 32 en fait. L'activation est toujours relue. Ensuite, ce n'est pas vraiment une couche, mais c'est juste une transformation. On aplatit nos données en un seul vecteur de grande taille. Et donc, troisième et dernière couche de neurones, on revient à une couche dense, ici, où on ajoute 10 neurones. La fonction d'activation, ça correspond à... c'est une couche de sortie, donc on va mettre la fonction d'activation ici, softmax. C'est une couche de 10 neurones, donc ils vont être chacun reliés à notre grand vecteur précédent. Et donc ensuite, ça se passe comme d'habitude. On précise quel type d'erreur on veut pour, donc ici une erreur adaptée à notre problème. Et là, on va utiliser une méthode de gradient très efficace qui s'appelle ADAM. On peut afficher un résumé, je vous le montre juste après. Et ensuite, on lance vraiment les calculs, d'accord, sur nos données d'apprentissage. Et on va lancer les calculs sur 5 époques en utilisant une descente de gradient par lot et des lots de taille 32. Comme d'habitude, on va évaluer la qualité du réseau obtenu non pas sur nos données d'apprentissage, mais sur des données indépendantes, sur des données de test. Et on verra si on a obtenu des meilleurs résultats. Je vous montre donc le résumé de notre réseau. On a donc une première couche de convolution, une seconde couche de convolution. Ensuite, ce n'est pas vraiment une couche, mais on aplatit nos données. Donc vous voyez que ça correspond à 0 paramètres. Donc ça ne donnera pas lieu à des calculs. Et on termine à une couche dense. Et c'est la couche dense qui conduit au plus de poids possible. Et donc en tout, pour notre descente de gradient, on va avoir 130 394 poids à calculer.
Donc c'est parti, on lance nos calculs. Donc on est parti pour 5 époques. On a quand même 60 000 données et en tout 130 000 paramètres à calculer. Donc ça fait beaucoup de calculs. Donc première époque qui va durer à peu près 1 minute. Donc chaque époque va faire 1 minute de calcul. Vous voyez qu'on est déjà, alors qu'on n'est même pas à un tiers de l'époque, à 92% de précision. Mais évidemment, ce qui est très dur, c'est d'acquérir les derniers pourcents de précision. Donc là, on franchit une demi-époque, on est presque à 94% de précision. Et on se retrouve à la fin pour les résultats. On est en train de terminer les calculs de la 5e et dernière époque. Vous voyez que l'erreur a diminué au fil du temps, que la précision, on est passé de 95% au bout de la première époque, 98% au bout de la seconde, presque 99% ensuite. Et donc au bout de 5 époques, on a sur nos données d'apprentissage une précision de plus de 99%. Maintenant, on valide notre réseau sur les données de test et vous voyez que sur les données de test, on est à plus de 98% de réussite. Donc c'est bien mieux que les 95% qu'on avait obtenus avec nos réseaux denses. Il faut imaginer que les derniers pourcentages de réussite sont extrêmement durs à acquérir. Examinons les résultats obtenus sur quelques chiffres de test. Voici l'image d'un chiffre. Évidemment, le chiffre attendu, c'est 7 et c'est aussi le chiffre prédit. Non seulement la prédiction est correcte, mais en plus le réseau est sûr à 100% que c'est un chiffre 7. Et c'est le cas de la plupart des chiffres. Donc la plupart des chiffres sont prédits correctement, on a vu, plus de à peu près 99%. Éventuellement, regardez un 9 qui est un petit peu tourné, il n'y a pas de problème. Par exemple ici, ça c'était un chiffre 5 qui était mal prédit par notre réseau avec des couches denses. Ici, il est prédit correctement, mais vous voyez, il n'est pas prédit avec 100% de certitude, mais seulement avec 91%. Mais en fait, c'est assez rassurant parce que le chiffre est tellement mal dessiné que ce serait surprenant qu'on ait une certitude de 100%. Et par contre, quand c'est bien dessiné, on retombe sur notre prédiction à 100%.